laquelle, pense-t-il, fait face le vieux continent. À l'ouest, le lâchage des États-Unis et à l'est, la menace de la Russie. Les autorités russes ont bien évidemment immédiatement réagi, d'abord des hauts fonctionnaires du Kremlin et puis bien sûr Vladimir Poutine lui-même, de façon d'ailleurs assez inattendue. Et l'échange entre deux férus, ces deux férus d'histoire que sont Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, a pris justement un drôle de tour. On les écoute. Depuis l'invasion de Napoléon, il y a ceux qui s'impatientent. Il y a ceux qui veulent retourner à l'époque de Napoléon, mais ils oublient comment ça s'est terminé. Je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. Alors, Gallagher Fenwick, qu'est-ce que c'est que cette confrontation par histoire interposée entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine? Alors, Vladimir Poutine n'a pas nommé Emmanuel Macron, mais enfin bon, tout le monde a compris, bien évidemment, et Emmanuel Macron a réagi. Si on avait voulu remettre Emmanuel Macron au centre du jeu, on ne s'y serait pas pris différemment. Et c'est ça qui est très étonnant du côté de la Russie, c'est-à-dire qu'après avoir expliqué... Vous voulez dire merci Poutine d'avoir remis... Je pense que du côté de l'Élysée, on remercie effectivement le Kremlin de toute cette attention qui le remet au centre du jeu et qui rend très compliqué le travail aujourd'hui des oppositions, ici même en France, dans leur positionnement par rapport justement aux propos et à la position d'Emmanuel Macron, qui avait quand même été très largement évincé ces derniers temps sur la scène nationale. Passons sur cet aspect-là. Rappelez-vous que c'est ce même Vladimir Poutine qui avait prévu, et je cite, que l'Europe allait se coucher au pied du géant américain tel un caniche. Il faut croire qu'il sait mordre désormais ce caniche. Emmanuel Macron, parce qu'il parle d'avoir piqué Vladimir Poutine, a appuyé sur le bouton le plus sensible chez Vladimir Poutine, justement, et c'est le nucléaire. Et Vladimir Poutine... C'est-à-dire, il lui a rappelé que la France était également une puissance dotée. Et Vladimir Poutine croit... Et ça, ce sont les éléments de langage qu'on a entendus du côté de Lavrov, Zakharova, Peskov. On va tout entendre. Oui, faire mal en parlant de Napoléon. Manque de chance, Napoléon est relativement populaire ici en France. Une figure historique qui est quand même appréciée, célébrée en tous les cas par pas mal de Français. Et également en Russie, et ça vous le savez mieux que moi, Anne, on va partir en Russie. Il y a un rapport très ambivalent à Napoléon. Mais en tous les cas, Emmanuel Macron, et ça faisait quand même des mois sur ce sujet-là, est remis clairement au centre du jeu. Même Donald Trump parle désormais d'Emmanuel Macron depuis le bureau ovale à la Maison-Blanche. Alors, Samantha Bendern, il a quand même parlé, Emmanuel Macron, d'impérialisme révisionniste. Il y va fort. Est-ce qu'il est en train là de dire tout haut ce que beaucoup de dirigeants européens pensaient tout bas et n'ont jamais osé dire jusqu'à maintenant? Alors, certains dirigeants européens en Europe de l'Est, sans absolument aucun doute, parce que ce sont des pays qui ont subi l'impérialisme russe, que ce soit à l'époque soviétique ou avant l'époque soviétique, à l'époque des tsars. En Europe de l'Ouest, il y a quand même une relation beaucoup plus ambiguë vis-à-vis de la Russie, même en France. En France, il y a eu ce que Elsa Vidal, la commentatrice, appelle la fascination russe sur la Russie. En Angleterre, c'est plus mitigé vis-à-vis de la Russie. En Allemagne, en Italie, il y a quand même plus d'ambiguïté vis-à-vis de la Russie. Mais Europe de l'Est, cet impérialisme russe, on en parle. C'est pas seulement caché, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est un véritable sentiment. Donc non, et c'est très bien de le rappeler, parce qu'on a eu cette tendance en France de voir la Russie via le prisme de toute la vraie grandeur russe ancienne, la littérature, la musique, la poésie et tout ça. C'est pas du tout ça la Russie aujourd'hui. La Russie aujourd'hui, c'est vraiment un pays qui veut se réapproprier des territoires qui faisaient partie de l'Empire. Alors, pour nous rendre compte exactement de ce qui se passe à Moscou, de comment tout cela a été perçu, nous sommes en direct avec notre correspondant en Russie, Jérôme Garraud. Jérôme, bonsoir, merci d'être avec nous. Jérôme, effectivement, on se demande si depuis l'allocution du président français mercredi, qui n'a pas du tout été très bien perçu à Moscou, c'est peu de le dire, eh bien, est-ce que le président français Emmanuel Macron n'est pas devenu une espèce de bête noire pour Vladimir Poutine, en quelque sorte son obsession?
C'est vrai qu'on était étonné hier, même si, vous le disiez, Vladimir Poutine n'a pas nommé Emmanuel Macron, on était quand même étonné de voir Vladimir Poutine faire cette allusion, cette comparaison avec Napoléon. Et hier soir, au journal, l'équivalent du journal de 20 heures en Russie, sur la première chaîne, cette actualité était traitée de manière un petit peu moqueuse, voire complètement moqueuse, puisque en guise de préambule, le présentateur montrait un espèce de photomontage avec Emmanuel Macron, grimé en Napoléon, mais de manière un petit peu carnavalesque, où on voyait son bicorne mis de travers, derrière lui sa grande armée française qui partait déjà en déroute. Voilà, c'est un sujet qui était un peu traité comme ça, de manière moqueuse. Et aujourd'hui, plus rien. On n'a plus de caricatures comme ça, ni dans la presse papier, ni à la télévision. Les médias russes continuent de rapporter ce qu'il se passe avec le sommet européen, avec l'armée française, mais on a quitté un petit peu le terrain Emmanuel Macron. Peut-être y a-t-il une volonté du Kremlin d'arrêter maintenant ce ping-pong, de ne pas installer un duel entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine considère qu'il joue dans une autre cour et qu'il ne va pas parler d'égal à égal avec Emmanuel Macron. L'interlocuteur à qui il veut parler, lui, c'est Donald Trump, c'est pas Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ce soir, avant de venir vous voir, je regardais les actualités. La dernière pique adressée par le président français à Vladimir Poutine lorsqu'il dit qu'il est un impérialiste révisionniste, cette pique n'apparaissait pas, elle n'était pas rapportée ni commentée par les journalistes ou par les politiques. Donc on voit qu'il y a quand même une envie de passer à autre chose. Jérôme, ce parallèle entre Emmanuel Macron et Napoléon, c'était pas totalement le fruit du hasard, bien sûr, de la part de Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce qu'on a choisi précisément cette référence historique ? Ça parle à tout le monde en Russie, c'est une grande histoire, il y a presque un côté folklorique. Alors, par parenthèse d'ailleurs, les Russes c'est peut-être paradoxal, mais ont une certaine admiration pour Napoléon. Mais c'est vrai, c'est un grand classique. Dès qu'il y a un coup de chaud entre Paris et Moscou, surtout depuis 3 ans, depuis le début de la guerre, on a toujours un Medvedev ou un député de la Douma qui va convoquer le souvenir de l'empereur et de sa grande armée française qui a été battue par les Russes, mais surtout par le général Hiver. Alors ce qui est assez notable, c'est que hier, je tournais un reportage pour TF1 et j'interrogeais aussi au hasard dans la rue les Russes pour leur demander leur avis sur cette crise diplomatique. Et spontanément, plusieurs m'ont parlé de Napoléon, ont fait référence à la retraite de Russie en nous disant « Vous les Français, vous avez déjà essayé de venir chez nous et on vous a donné une bonne leçon ». Et ces gens-là partaient après dans un grand éclat de rire. C'était pas dit d'ailleurs méchamment, c'était plus de la taquinerie. Mais au-delà de ça, cette guerre de 1812, c'est beaucoup plus profond. Cette guerre, comme 1945 d'ailleurs, elle est constitutive en partie de l'identité russe moderne. Et c'est un outil qui est utilisé par le pouvoir politique et par le monde culturel, parfois les deux à la fois. D'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. L'an dernier, la Russie célébrait un anniversaire, les 210 ans de l'entrée des Cosaques russes du tsar Alexandre Ier dans Paris. C'était en 1814, après la défaite de Napoléon. Moi, je me trouvais en Russie l'an dernier, à ce moment-là, et donc il y avait des expositions un peu partout, à Saint-Pétersbourg et Moscou. Je suis allé voir une exposition à Moscou consacrée aux Cosaques à Paris. Vous aviez des armes, des objets du quotidien, des gravures d'époque où l'on voit les Cosaques en train de bivouaquer sur les Champs-Élysées. Et hasard ou coïncidence, mais cet événement était organisé alors qu'il y avait de grosses tensions diplomatiques entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Merci beaucoup Jérôme Guéraud, correspondant de LCI à Moscou. C'est toujours bien de vous avoir depuis la Russie pour prendre un petit peu le pouls de comment tout cela est perçu. Merci Jérôme. Alors justement, pour illustrer ce que Jérôme a dit, on va vous montrer cette séquence de la télévision d'État russe qui effectivement n'a pas hésité à se moquer de cet échange sous cette forme-là. Regardez. Et le nouveau mot à l'ordre du jour européen aujourd'hui est russophobe. Il ne s'agit pas d'une maladie dans laquelle le patient croit que la Russie est au bord de l'effondrement. Le phénomène a un visage. Emmanuel Macron a déclaré que la Russie était une menace pour l'Europe, exigeant littéralement des mesures nucléaires. Avec quel argent? Des euros? L'économie stagne. La stagnation est considérée comme une chance. Certains seront surpris, mais il y a 15 ans, Macron était surnommé le Mozart de la finance pour sa carrière réussie dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, apparemment, le chapeau du Napoléon mentionné aujourd'hui tremble déjà pour le personnage.
Il y a surtout un très beau travail d'infographie qui fait oui, c'est pas mal. Il y a personnes qui devraient être virées là-bas. Il y avait du travail. En tout cas, Michel Goya, effectivement, on sent bien que du côté russe, il y a une perplexité par rapport à ce discours d'Emmanuel Macron mercredi, qui a été perçu comme va-t-en-guerre. Oui. C'était totalement inattendu de la part des Russes. C'est la perception du côté russe. Et pourquoi, donc les Russes se demandent pourquoi la France contribuerait-elle, selon eux, avec un tel discours, à une escalade. D'accord. Alors d'abord, ils sont bien embêtés puisqu'ils peuvent plus attaquer les États-Unis et Trump. Donc ah oui, vous voulez dire il reste nous. Donc par défaut, s'aperçoit que tiens, oui, l'Europe se rebiffe. Contrairement à ce qui était anticipé, effectivement, ce ne sont pas des vallées qui s'aplatissent, qui sont aplaties devant Trump. Et dans ce contexte-là, Emmanuel Macron, oui, a visiblement l'intention de prendre un peu le leadership de ces Européens qui se rebiffent, et donc il est logiquement la cible première des Russes. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a un point qui est très sensible, c'est le nucléaire. Et donc, quand... Mais donc quoi, il n'y a que la Russie qui a le droit de brandir le nucléaire? Nous, on peut pas en parler, c'est ça? Effectivement, c'est assez singulier de la part d'un pays qui a menacé à peu près 50 fois le reste du monde de l'emploi d'armes nucléaires que de considérer que Emmanuel Macron effectue une escalade parce que il évoque éventuellement la possibilité d'élargir le parapluie nucléaire dans un cadre purement défensif. Quand même rappeler dans tout ça que Emmanuel Macron parle de la Russie comme une menace. Il n'a jamais été question nulle part et chez personne d'attaquer la Russie véritablement. Personne ne veut faire la guerre à la Russie, mais simplement s'en protéger et protéger éventuellement de ces menaces. Or, parmi les menaces, justement, il y a la menace nucléaire russe. Et le meilleur moyen de faire face à cette menace nucléaire russe, c'est de brandir soi-même ou de rappeler, en tout cas, que on dispose de quoi riposter, de quoi répondre à d'éventuelles attaques nucléaires. Marina Perebenessiuk, est-ce que, j'allais dire, on a raison de commencer à hausser le ton face à Poutine? Est-ce que vous pensez qu'on va être suivi, que d'autres pays vont faire de même pour justement faire bloc, notamment au niveau européen, sans forcément qu'ils aient l'arme atomique par ailleurs? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, c'est même... Suffisamment? Le temps le dira, mais ça explique en tous les cas cette véhémence vis-à-vis du président français, parce que il faut bien comprendre quel était le plan de la Russie de Poutine en ce qui concerne Donald Trump. Le plan, c'était en fait d'avoir Trump dans sa poche. Le problème, c'est que le plan a un peu trop bien marché et Trump, il est allé dans sa propre manière et pas de manière diplomatique, polie, avec des sourires, comme une autre présidente. Et puis, il peut faire des volte-face aussi, Donald Trump, on va en parler ce soir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que... en faisant cela, non seulement la Russie voulait limiter l'aide des États-Unis, ou arrêter l'aide des États-Unis à l'Ukraine, mais également limiter les Européens pour qu'ils tiennent pour l'Ukraine. Vous voyez, pour qu'ils tiennent tête aux États-Unis pour l'Ukraine. Pourquoi? Parce que, in fine, en ce qui concerne la dissuasion, et ça quand même, la sécurité commence là, en tous les cas en Europe, tout commence par la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire est américaine. Donc en fait, si la France n'existait pas, eh bien, c'est vrai que les pays européens seraient obligés de se retirer et de dire tout à tous les plans de Trump et de Poutine. Et là, Emmanuel Macron, la France avec ses armes nucléaires, c'est là vraiment une sorte d'épine dans le pied de la Russie de Poutine, maintenant et dans les années à venir. Donc en fait, il faut se préparer à ce que ces attaques soient plus fréquentes, plus véhémente, et pas que diplomatique. Par ailleurs, souvenons-nous que la Russie attaque déjà la France avec des attaques cyber, des attaques sur les hôpitaux, sur nos... donc il faut se préparer à ça, parce que là, vraiment, la France, avec son autonomie, le rôle qu'elle peut jouer en Europe et qu'elle joue déjà, elle agace. 3 ans de guerre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça avant? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait pression davantage avant? Ah, mais il y a des choses qui se sont passées là depuis vendredi dernier. C'était d'ailleurs, vous vous souvenez exactement, il y a une semaine. Absolument. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait de menaces? Mais on n'a pas à menacer
la Russie de représailles nucléaires tant que non, mais si on soutient l'Ukraine. Non, pardon Xavier de vous couper, mais juste pour rajouter quelque chose à la question de Guillaume, c'est vrai qu'on a l'impression que Emmanuel Macron change de discours complètement et qu'il devient, en 2022, il disait qu'il fallait continuer à parler à dialoguer avec la Russie. Là, on en est à vraiment un dialogue, un ping-pong qui n'est pas du tout celui auquel Emmanuel Macron nous a habitués. Pour moi, c'est simplement un rééquilibrage. On s'aligne sur le standard réaliste des pays de l'Est qui sont en première ligne et qui savent très bien ce qu'ils risquent de subir. Oui, mais pourquoi Emmanuel Macron s'aligne-t-il sur ces pays-là ? Parce qu'aujourd'hui, on réalise que, effectivement, les Américains n'étant plus présents pour nous soutenir, la probabilité d'avoir réellement une guerre ouverte telle qu'on la souhaitait pas et telle on l'imaginait il y a quelques mois encore. Aujourd'hui, la crédibilité d'une attaque ouverte de la Russie sur les pays européens est devenue encore plus élevée. Et donc, logiquement, on rappelle que nous avons l'arme nucléaire, nous avons une puissance dissuasive réelle, qu'on ne sait pas juste des armes américaines qui pourraient être tirées par les Allemands, puis on ne sait pas si les Américains seront d'accord. Et donc, on a mis 3 ans à s'en rendre compte. Oui, on a mis 3 ans parce que réellement, le niveau de menace, le niveau de crédibilité d'une attaque de la Russie sur l'Europe n'a jamais été aussi élevé que depuis le départ des États-Unis. Alors, on peut aussi se demander... Les États-Unis, qui garantit donc cette sécurité, a commencé à ouvertement menacer l'Europe, ce qui met le doute sur leur... C'est en fait ça, la grande différence. La grande différence, mais Gallagher-Fenwick, on peut aussi se demander, vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, si Emmanuel Macron, d'un point de vue purement politique, ne souhaiterait pas laisser des traces en faisant de telles déclarations, renaître politiquement, marquer l'histoire. C'est quand même un moment où Emmanuel Macron sent qu'il a un rôle à jouer. Il est extrêmement présent, beaucoup plus que les mois précédents, depuis que Donald Trump est au pouvoir et depuis qu'il y a eu cette esclandre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, qui nous a fait nous rendre compte, enfin, en Europe, que les choses avaient changé. Il ne sera pas critiqué politiquement sur son sol pour ça, ce qui est rare. Non, bien sûr, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Clairement, il n'a pas échappé à Emmanuel Macron, qui a un job qui est désormais vacant et qui, par le passé, a été relativement... Celui de diriger l'Europe. Pas que ça. Le leader du monde libre. Qui représente le monde libre avec toutes ses valeurs traditionnellement? Vous pouvez l'apprécier, le regretter ou quoi. C'est le président américain qui a rempli ce rôle, qu'il soit démocrate ou républicain. Ça n'est plus du tout le cas. C'est le contraire. Aujourd'hui, objectivement, Donald Trump est un complice des crimes commis par Vladimir Poutine. Donc ce rôle, il est à prendre. Mais c'est objectif, c'est factuel. Sur les dernières 24 heures, des civils ukrainiens sont morts parce que les Ukrainiens ont été privés de capacité d'anticipation de frappes menées par les Russes parce qu'il y a une suspension du renseignement américain. Ça provoque des morts. C'est pas des concepts abstraits, c'est pas des phrases lyriques, c'est pas de la grandiloquence. Ce que vous dites, Gallagher, il y a quelques jours, Kaja Kallas, qui dirige la diplomatie européenne, l'ex-première ministre de l'Estonie, l'avait dit, avait posé la question. Justement, voilà, aujourd'hui, il est devenu clair que le monde libre a besoin d'un nouveau leader. C'est à nous, Européens, de relever ce défi. N'est-ce pas exactement ce que serait en train de faire Emmanuel Macron avec son allocution mercredi et cet échange verbal avec Vladimir Poutine? Mais j'en termine par là, je vous laisse parler Samantha, mais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que ça remplit à la fois une fonction qui est très très noble, celle d'incarner des valeurs qui sont aujourd'hui bafouées par celui qui traditionnellement les a représentées, et dans un deuxième temps, et je l'ai dit tout à l'heure, ça permet aussi au président français qui ne va pas s'en priver d'exister, parfois même de surexister sur la scène politique nationale, après une dissolution que les Français ont toujours du mal à comprendre, et qui a fait qu'il était devenu inaudible, alors qu'aujourd'hui, regardez les sondages menés par LCI après son allocution, qui a quand même été suivie par 15 millions de téléspectateurs, il y a quand même une large approbation, il y a une vraie prise de conscience, et il y a un accompagnement, c'est pas 100%. Une vraie curiosité. Mais qui est quand même largement partagée par nos concitoyens dans cet effort qui consiste à aller à Bruxelles pour redire beaucoup des choses qu'il a... il y a surtout de l'inquiétude et de l'incertitude. Les Français veulent des réponses. Donc effectivement, quand ils veulent des réponses, ils écoutent leur président de la République. Non, et puis, il y a vraiment personne d'autre qui peut remplir cette fonction aujourd'hui. D'abord parce que la France est le seul pays de l'Europe, et j'inclus le Royaume-Uni dans l'Europe, mais qui a une dissuasion nucléaire qui soit totalement autonome des États-Unis.
États-Unis. Les Britanniques ne peuvent pas se mettre à la tête d'une éventuelle défense européenne à cause de leur dépendance vis-à-vis des États-Unis, avec le contexte américain actuel. Donc, à part la France, il n'y a personne. En plus, politiquement, Emmanuel Macron est le seul leader qui ne soit pas, si vous voulez, compromis par une proximité avec Donald Trump. Giorgia Meloni, qui reste atlantiste, qui reste, on va dire, une personne qui défend l'Ukraine, est quand même compromise aux yeux de ceux qui voient le besoin de se détacher des États-Unis par sa proximité avec Trump. L'Allemagne, Olaf Scholz se rend par Friedrich Merz, va sans doute rentrer, mais c'est beaucoup trop tôt. Donc il n'y a personne d'autre à part Emmanuel Macron. Et heureusement que la France a ce président-là aujourd'hui. Parce que imaginez qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas si convaincu du besoin justement de s'opposer à la Russie et de prendre une place que les États-Unis laissent vide, ce serait très compliqué. Donc, si vous voulez, c'est à la fois la personnalité du président Macron qui, sans doute, a une ambition de marquer l'histoire, mais aussi c'est la France, par sa nature, qui est bien au-delà de la personnalité individuelle de celui qui est le chef de l'État.